Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Olivier Legrand. Avocat en droit des affaires, il est spécialisé en venture capital. Il aime travailler avec des investisseurs, des startups et plus généralement dans la tech. Très humble, il a mis quelques années à accepter de se livrer dans l'un de nos podcasts. Il nous raconte son parcours plus qu'original et stratégique qui lui a permis de devenir associé très jeune. Dans ce podcast, des thématiques de développement de clientèle, d'évolution de carrière ou encore de management sont évoquées. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Eh bien écoute, bonjour Olivier Legrand, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je crois qu'on a fait connaissance il y a 1 an et demi ou peut-être même 2 ans. Tu travaillais à l'époque chez Gide. Depuis ce jour-là, on ne s'est pas quitté. On s'est vu de façon régulière, soit pour aller déj, soit pour prendre de ses nouvelles, soit pour organiser des webinars. Je t'ai longtemps screené, je crois que c'est le terme, pour que tu puisses faire le podcast. Tu voulais pas, et je peux le dire, pour des raisons d'humilité. Tu n'avais pas envie qu'on parle de toi, tu n'avais pas envie d'être mis en avant. C'est pas quelque chose que tu recherchais, mais je t'ai tellement harcelé qu'au bout d'un moment tu m'as dit oui. Alors je suis ravi de pouvoir te recevoir ici pour plusieurs raisons qu'on évoquera dans ce podcast. Bonjour Olivier Legrand. Bonjour Valentin, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors la question est la même pour tout le monde avant de commencer ce podcast. Qui étais-tu avant de devenir avocat ? Alors avant de devenir avocat, j'étais un étudiant en droit, d'abord à Angers, puis à Lyon, et puis enfin à Paris. Un étudiant qui, je pense, a assez bien réussi à concilier le sérieux nécessaire pour réussir à la fac de droit, faire un bon master et rentrer à l'école d'avocat, et en même temps la liberté, les plaisirs de la fac, la vie sociale, ce qui, je pense... est quand même en fait assez important puisqu'on développe des soft skills en plus de développer des hard skills dans le droit, et donc bon voilà, non seulement c'était assez sympa ces années de fac, mais en plus je pense que c'est pas inutile de faire un peu autre chose que d'être à la bibliothèque universitaire. Je suis carrément d'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu regardes par exemple sur les collaborateurs ou les stagiaires que tu recrutes aujourd'hui? C'est ce qu'ils font à côté de la fac et pas simplement leurs résultats scolaires ou les facs par lesquels ils sont passés? En tout cas, j'ai à cœur de recruter des gens sympas. Donc peut-être ça peut être sympa et très studieux, mais des gens sympas, gentils, agréables, ça compte beaucoup. Très clair. Pourquoi tu deviens avocat en droit des affaires? Parce que je comprends Angers, Lyon, Paris, mais pourquoi avocat et pourquoi avocat en droit des affaires? Alors le droit à l'époque, c'était probablement un peu attiré par l'image d'Épinal, de l'avocat plaidant, charismatique, que je suis clairement pas devenu, en tout cas sur le côté plaidant. Et ensuite, disons, le droit des affaires, j'ai beaucoup aimé les matières assez techniques en droit. J'ai eu assez vite envie de rentrer dans des matières, disons, qui ne correspondent pas forcément au quotidien, mais qui correspondent plus à des choses où on découvre des nouveautés. Et c'est vrai que c'est ça un peu la magie du droit des affaires, c'est qu'en fait, on découvre des opérations complexes, des choses qu'on ne connaît pas tant qu'on n'est pas rentré dans ce milieu, des opérations financières. Et donc voilà, cette soif de comprendre un peu le monde dans ses complexités, sur des sujets économiques et financiers m'a attiré vers le droit des affaires et puis vers le corporate M&A. Très clair. Tu commences ta carrière où? Alors j'ai commencé après l'école d'avocat, j'ai fait un passage assez rapide dans un premier cabinet.
Et assez vite, j'ai eu l'opportunité de partir au bout de seulement en fait, quelques mois pour rejoindre un cabinet qui s'appelle LL dans lequel j'avais d'ailleurs postulé avant ma première candidature et qui correspondait exactement à ce dont j'avais envie à cette époque-là, c'est-à-dire une boutique très petite, très spécialisée en M&A Private Equity. J'avais l'idée, je pense peut-être un peu originale à l'époque, que c'était une bonne idée de commencer par un cabinet très petit, très spécialisé, avec l'idée d'être très impliqué dans les dossiers, et puis d'aller seulement dans un second temps dans un cabinet plus gros, ce qui est peut-être l'inverse d'un parcours qu'on voit beaucoup. Bon, voilà, moi j'ai bien aimé faire le parcours dans cet ordre-là. Ok, et là du coup, qu'est-ce que tu découvres quand tu arrives chez Hellberg? À l'époque, ils sont une dizaine d'avocats, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que tu es en front directement avec l'associé? Est-ce que ce que tu pensais découvrir, tu le vois réellement? Est-ce que tu pensais que finalement ces relations avec l'associé, peut-être plus proche du client dans une petite boutique, tu les as rapidement ou pas? Oui, alors je pense que j'ai trouvé ce que j'y cherchais. Effectivement, Hellberg, c'était vraiment l'archétype de la boutique très spécialisée, mais qui a des beaux dossiers. Donc on était une assez petite équipe et donc par nécessité très impliquée sur les dossiers. Moi j'ai eu l'impression très tôt de faire beaucoup de choses, y compris des choses assez complexes, d'être très tôt jeté dans le grand bain, d'être assez tôt en contact avec les clients. Et puis je dirais aussi d'être très vite confronté à la puissance et tout l'intérêt d'avoir des clients, parce que dans un cabinet de ce type-là, on ne peut pas imaginer que c'est une grande marque, que c'est le cabinet qui attire les clients. On voit vraiment l'effet de l'avocat qui attire des clients. Et ça, moi, je l'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite vu les intérêts qu'il y avait à ça. Et ça, clairement, moi, ça m'a beaucoup motivé très vite à essayer de développer ma clientèle. Je me suis beaucoup projeté dans ce rôle de l'avocat qui attire des clients indépendamment d'une marque, d'une firme. C'est quelque chose que tu avais déjà en toi, de façon innée ou naturelle, ou que tu as développé à la fac, ou c'est vraiment quelque chose que tu as vu, que tu as compris chez Hellberg et que tu as assimilé grâce au mimétisme de tes associés? C'est une question difficile qui nous ramène presque au débat inné versus acquis. Je pense que j'avais un peu de ça en moi. Je suis quelqu'un d'assez sociable, disons, assez à l'aise dans les relations humaines. Mais c'est vrai que voilà, voir de façon très évidente en quoi ça peut être utile, en quoi ça peut donner du pouvoir, de la liberté, de l'argent aussi, d'avoir des clients, ça m'a fait une vraie motivation. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un des gros intérêts à avoir commencé dans un cabinet comme ça, parce que je m'imagine bien avoir commencé chez Gide, où on voit la machine qui semble rouler toute seule, la très grosse machine, très bien huilée, qui semble rouler toute seule, même si la réalité, c'est qu'évidemment, voilà, c'est beaucoup de personnes très brillantes qui font avancer ces grosses machines, mais quand même, on se rend peut-être moins compte du rôle individuel de chacun pour aller trouver les dossiers, moins compte de la nécessité individuellement d'aller trouver des clients. Et voilà, donc je pense que ça a été vraiment un bon enseignement. C'est vrai ce que je dis, parce que quand tu travailles dans un cabinet qui a un nom anglo-saxon américain, ou une boutique, un cabinet aussi vilé que Gide, on pourrait avoir l'impression que la marque se suffit à elle-même et qu'en réalité les dossiers ils tombent au milieu de l'assiette de chaque associé, ce qui est en réalité pas du tout le cas. Enfin, chaque associé œuvre au développement de la clientèle du cabinet, et chaque collaborateur qui traite les clients du cabinet œuvre aussi au développement du chiffre d'affaires de la structure. Oui. Entièrement d'accord. Mais c'est vrai que je me projette du point de vue d'un collaborateur junior, ouais, qui peut lui avoir une impression un peu différente et un peu plus avoir l'impression que la structure roule d'elle-même. Ouais, c'est exactement ça, et c'est assez intéressant. Quand est-ce que tu commences à développer ta clientèle? Tu la développes déjà chez Hellberg? Oui, chez Hellberg, j'ai commencé. Donc je dirais que les 2 premières années, j'ai quasiment rien fait. La réalité, c'est qu'on ne sait quand même pas faire grand-chose au tout début. Peut-être dès ma 3e année, j'ai commencé à faire des petites choses. Donc au début, c'était voilà, des choses très basiques, des constitutions de société, des pactes entre fondateurs de sociétés. Je ne faisais évidemment pas d'opérations capitalistiques stratégiques, quoi. Mais bon, c'était un pied mis à l'étrier. Et puis la réalité que je constate maintenant, c'est que si je retrace l'arbre de mes clients actuels jusqu'à leurs racines, ben certains remontent au tout premier client perso que j'ai fait
à l'époque chez Hellberg, pour lesquels j'ai fait, j'en sais rien, un dossier à 1 000 € pour leur constituer leur boîte et leur faire un petit contrat. Mais ces gens-là, parfois ils ont réussi, ils m'ont été fidèles, et parfois ils m'ont recommandé à d'autres gens. Donc je pense que c'est très utile de commencer très tôt, y compris pour faire des petites choses au début. Et du coup, comment tu l'as développé cette clientèle? Parce que nous, c'est une question vraiment qu'on a de façon quotidienne et sans exagérer par des collaborateurs. Pour vraiment réussir à développer sa clientèle, déjà, trouver le chaland. Comment est-ce que je vais chercher mon client, ou comment est-ce que mon client vient à moi? Quel est le chemin qu'il prend? Et la deuxième question qu'on a, et qui est souvent le sous-jacent de la première, c'est ok, maintenant que j'ai mon client, comment je fais au niveau du cabinet pour réussir à le traiter sans que ça soit problématique, sans que ça puisse empiéter sur mon temps de travail ou sans que mon associé vienne me taper sur les doigts? Alors sur trouver le client, moi ça a été vraiment par ma vie personnelle. Donc je sais pas, par exemple j'avais beaucoup d'amis en grande école d'ingénieurs ou qui venaient de sortir de grande école d'ingénieurs. Donc certains ont pu monter des startups, d'autres ont pu juste m'inviter à une soirée dans laquelle il y avait un homme ou une femme qui était en train de monter une startup. Donc vraiment voilà, par rencontre personnelle, en ayant l'esprit ouvert et en se disant on peut toujours rencontrer quelqu'un qui peut-être sera intéressant humainement et peut-être sera intéressant pour ma carrière. Et donc c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Et puis ensuite c'est le fameux bouche à oreille, c'est-à-dire que le plus dur c'est quand même de trouver les premiers clients et puis ensuite il faut essayer de bien faire le travail. Et bon, surtout dans le monde des startups dont on va, j'imagine, parler puisque c'est maintenant une grosse partie de mon activité, c'est un milieu qui est très interconnecté et donc les start-upers parlent entre eux et quand on travaille pour 10 start-upers et qu'on essaye de bien travailler, on se retrouve vite à travailler pour 50 startups, quoi. Très clair. Et alors sur la deuxième partie de ta question, donc là sur la conciliation avec la collaboration, donc chez Hellberg, je pense que mes dossiers perso étaient encore très limités. Franchement, ça avait peu d'impact. Voilà, une fois de temps en temps, on bosse 2 heures de plus ce soir, mais c'était de cet ordre-là. Ensuite, chez Gide, ma clientèle a continué à se développer. Donc là, il y avait plus un enjeu. Bon, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut travailler énormément pour être capable d'avoir d'une part une collaboration exigeante dans un cabinet du niveau de Gide et développer une clientèle personnelle significative. Après, l'impression que j'en ai, disons avec un tout petit peu de recul dans ma situation actuelle, c'est que ça vaut vraiment le coup et qu'au total, en ayant travaillé énormément pendant, je sais pas, peut-être mes 2 dernières années chez Gide, juste avant de devenir associé, ça m'a permis de devenir associé jeune et ça me permet en fait maintenant de travailler moins. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup, mais j'ai pas de solution miracle pour autre que travailler beaucoup. Mais n'empêche que les 2 dernières années où tu as beaucoup travaillé chez Gide, ça a été finalement un terreau extrêmement fertile pour ton lancement à l'association, parce qu'en fait, sans ces 2 années préalables, avec un chiffre d'affaires, parce qu'on connaît tes chiffres, enfin moi je connais tes chiffres, pardon, tu es l'un des collaborateurs qui développait le plus que j'ai jamais vu. Tu es dans le top 3 des collaborateurs qui avaient le plus de chiffre d'affaires en perso. Sans ça, tu me diras si c'est le cas, tu ne serais pas devenu associé. Et 2, le passage à l'association, si tu l'étais devenu plus tard, parce qu'à mon avis, à l'âge où tu l'es devenu, ça aurait été plus compliqué, ça t'aurait pas permis d'aller aussi vite ou de frapper aussi fort sur la première année des associations. Oui, c'est sûr que tout ça est tout à fait exact. Il n'y a pas de doute que SVZ ne m'aurait pas recruté comme associé si j'avais eu un chiffre d'affaires personnel très inférieur. Il n'y a pas de doute que quand si j'avais réussi à être associé, ma situation aurait été différente. Là, c'est sûr que je suis arrivé, j'avais mon propre business. J'étais encore loin d'être un associé star et je suis loin de l'être encore maintenant. Mais je veux dire, j'avais déjà de quoi me faire travailler moi et faire travailler un collaborateur. Et donc, on est tout de suite en fait assez indépendant. Je ne suis pas arrivé comme un junior partner qui va de temps en temps faire un de ses dossiers et puis surtout faire du soutien pour un associé plus senior. Je suis arrivé comme quelqu'un qui développe sa propre activité et c'est sûr que ça, c'est très agréable. Si on fait un petit bond en arrière, tu restes 3 ans et demi chez Hellberg. Qu'est-ce qui fait que tu t'en vas et pourquoi tu pars chez Gide ? Alors il y a 2 choses. D'une part, j'avais en tête assez tôt, alors je ne sais pas si c'est depuis le tout début, mais assez tôt après mon début de collaboration,
qu'il faudrait passer par un très gros nom, que c'était nécessaire à un moment de mettre sur son CV un nom connu de tous, je dirais. Donc ça, j'avais cette idée. Bon, après, j'étais pas pressé. J'aurais probablement pu rester un petit peu plus chez L'Albert, mais l'idée de faire 3-4 ans dans un cabinet boutique très spécialisé et ensuite d'aller mettre un gros nom sur son CV était clair pour moi. Et puis ensuite, il y avait de façon très claire un attrait pour le monde du venture capital, du financement des startups et des scale-up, que j'avais un peu touché du doigt chez L'Albert, qui en fait peu, mais sur lequel j'avais pu le faire un petit peu, pour lequel je commençais un tout petit peu à avoir des dossiers perso. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment super de faire du venture capital, de bosser dans la tech, de bosser pour des startups. Quels sont les meilleurs cabinets, quels sont les cabinets les plus actifs? À l'époque, j'avais identifié de façon très claire Gide et Jones Day. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'aller chez Gide grâce à, d'ailleurs pour l'anecdote, grâce à une de mes anciennes stagiaires d'Ellelberg qui avait été recrutée chez Gide et qui m'a recommandé après. Elle se reconnaîtra. Donc j'ai eu cette opportunité d'arriver chez Gide, ça cochait toutes les cases, le très gros nom, l'activité en venture capital et dans la tech d'une manière générale incontestablement forte, donc c'était très naturel. Qu'est-ce qui t'attire dans cet univers? Parce que moi au contraire, j'aime les sociétés industrielles, les belles sociétés familiales qui ont été transmises de génération en génération, on fait monter les enfants au capital et tout, parce que je trouve qu'il y a vraiment une histoire au sein de ces entreprises, et donc c'est ce qui m'attire. Qu'est-ce qui, toi, t'attire dans ces sociétés à fort potentiel technologique où tu arrives finalement, il n'y a parfois pas grand-chose. Je suppose que tu intervenais au départ sur du pré-seed ou sur du seed, donc des petites levées de fonds avant d'arriver sur les plus grosses que tu traites aujourd'hui. Et il y avait finalement 3 bonhommes ou 3 bonnes femmes dans une boîte avec une présentation finalement de ce qu'ils avaient envie de faire. Et toi, tu arrivais pour finalement la levée de fonds. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Alors il y a deux choses. C'est un peu réducteur ce que je dis. Mais... Non, mais je comprends et ça me donne l'occasion de répondre un peu à ce qu'on pourrait dire être une caricature. Il y a l'humain. Travailler avec des startups, c'est travailler avec des gens souvent relativement jeunes. Mes clients ont un peu toujours eu mon âge, en gros. Maintenant, ils commencent même, pour certains, à être plus jeunes que moi, malheureusement, je dirais. Très brillant, parce qu'il faut quand même le faire, de se lancer dans une start-up à 25 ans, de lever des fonds à 25-27 ans, parfois des millions d'euros. Il faut avoir une très grande ambition, il faut être très bon. En tout cas, ceux qui réussissent, dans la plupart des cas, sont des gens très malins, très bons. Et donc, travailler avec des gens de mon âge qui pouvaient me ressembler à de nombreux égards, mais super malins, super forts, super ambitieux, ça me motivait beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est plus lié un peu au modèle des sociétés technologiques, c'est un peu la magie des modèles scalables, c'est-à-dire des modèles qui peuvent, je le dis pas pour toi Valentin, mais éventuellement pour nos auditeurs, une société scalable, c'est une société dont le chiffre d'affaires peut augmenter très rapidement sans que les charges augmentent forcément de façon corrélative. Donc on parle de rendement croissant d'échelle. Et donc ça a quelque chose de magique. Une société scalable qui commence à prendre, elle peut se développer incroyablement vite, et au lieu de faire 15% par an comme ferait une PME qui réussit très très bien, on peut faire x3 par an, x4 par an les premières années. Et donc c'est vrai que se retrouver, avoir l'impression de participer à des aventures comme ça qui explosent très vite, c'est super motivant. Et puis je pense que en tout cas ça a été dans mon cas aussi une bonne opportunité professionnelle, parce que ça permet de rencontrer des gens au stade où ils ne sont pas encore très conseillés, ils n'ont pas encore fait grand chose, et puis en fait 3 ans plus tard ils sont 80 salariés, ils ont levé des dizaines de millions. Donc c'est un peu aussi, je pense que ça a pu être pour moi aussi une forme d'accélérateur de carrière de travailler avec ces sociétés. Très clair. Finalement tu vas aussi vite qu'eux dans ta carrière à toi. J'essaye de les suivre, disons. Très clair. Donc tu fais 3 ans et demi chez L'Albert, tu arrives chez Gide parce que tu les avais identifiés comme étant l'un des 2 acteurs principaux dans l'univers du venture capital. Tu vas travailler dans l'équipe de Pierre Karpic, si je ne me trompe pas, oui, exactement. Qui est un gros faiseur de levée sur la place parisienne. Comment ça se passe? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Et comment tu vas évoluer durant les 4 années que tu vas passer chez Gide?
Alors ça se passe très bien. Franchement, Gide est un super cabinet avec plein de très bons avocats. C'est un très grand cabinet, donc il y a des personnalités diverses. Mais dans cette équipe-là en particulier, c'est une équipe qui est très sympa, qui a de très beaux dossiers, dans laquelle les collaborateurs sont très impliqués. Donc moi, j'ai été franchement très vite vraiment impliqué, très vite au contact avec les clients, exposé sur des super opérations de venture capital et de M&A, beaucoup sur des sujets tech. Donc franchement, pas grand-chose à redire. Très clair. Donc sur les 2 dernières années, tu commences à avoir un chiffre d'affaires personnel, je peux le dire, je le couperai si c'est pas le cas, qui se compte enfin si c'est pas le cas, si tu veux pas le dire, qui se compte en centaines de milliers d'euros. Là tu te dis ok, donc concrètement je suis mieux payé grâce à mes dossiers perso que grâce à ma rétrocession d'honoraires que me verse le cabinet. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as le triptyque de je vais aller voir mon associé, je vais essayer de voir s'il est possible, oui ou non, de pouvoir devenir associé au sein du cabinet Gide? Est-ce que tu te dis, mais finalement, est-ce que j'irai pas moi-même, en ayant vu l'Helberg, poser ma plaque et essayer de faire ma boutique en venture capital? Ou troisième possibilité, tu te dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour moi dans un autre cabinet qui aurait besoin de soit un, renforcer sa pratique, soit deux, totalement la créer au sein d'un autre cabinet d'avocats? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a poussé à partir, c'est pas une question de ratio de chiffre d'affaires par rapport à rémunération de collaborateurs, parce que la réalité, c'est que très vite, ça fait beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, même si on double sa rétro, ça fait déjà énormément d'argent, et moi, j'étais très au-delà de ça, donc ça comptait plus. Par contre, la quantité de travail que ça donnait, évidemment, comptait. Au bout d'un moment, c'était plus gérable. Donc, soit il aurait fallu que j'apporte tous mes dossiers à Gide, ou une grosse partie de mes dossiers personnels à Gide, soit il fallait aller ailleurs. Disons que j'avais l'impression que les parcours chez Gide étaient en tout cas trop longs et probablement aussi un peu incertains, et que c'était assez risqué en fait d'aller apporter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les ans pendant peut-être de nombreuses années dans l'espoir d'être associé un jour, même si encore une fois c'est un super cabinet et bon voilà, les gens qui sont associés chez Gide ils sont très contents. Mais bon voilà, moi j'avais envie de quelque chose de plus rapide, d'être plus vite libre, disons, indépendant, et donc j'ai clairement considéré le fait de plutôt créer mon cabinet, et en même temps j'ai considéré le fait d'en rejoindre un comme associé. À cette époque-là, j'ai échangé avec beaucoup de chasseurs de tête, et bon, ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez génial dans ce milieu comme dans d'autres, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts en fait de trouver une nouvelle place quand on a un profil qu'on pourrait qualifier d'intéressant. Les chasseurs de tête viennent assez naturellement à nous, nous aident beaucoup à identifier les opportunités. Et donc ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de prendre une décision sans connaître toutes mes options, donc, qui auraient pu être par exemple de poser ma plaque tout de suite, de tout créer un cabinet tout de suite, c'est que j'allais rencontrer un certain nombre de cabinets tout en réfléchissant en parallèle à un potentiel projet d'installation. Et donc j'ai rencontré beaucoup de cabinets, c'était franchement super intéressant parce qu'évidemment en plus les discussions qu'on a avec des cabinets de style varié, quand on arrive dans un statut, alors certains me disaient plutôt counsel avec une promesse d'être associé vite et d'autres associés vite, on a des discussions qui sont je dirais un peu d'un autre niveau que quand on recrute un collaborateur, des discussions business, des discussions voilà, comme clientèle, chiffre d'affaires, synergie, rémunération des associés aussi. Donc voilà, j'ai appris plein de choses avec un peu ce petit tour de la place. Et j'ai rencontré SVZ, Franck Sécry dans un premier temps, donc un des associés fondateurs. Moi j'ai beaucoup aimé l'approche SVZ, j'ai beaucoup aimé tous les associés, puisque je les ai rencontrés progressivement. J'ai eu l'impression qu'il y avait un vrai fit humain et professionnel dans la façon de travailler, c'est-à-dire, si je résume en une phrase, des gens avec une réelle ambition, qui faisaient des très beaux dossiers, qui avaient envie de faire encore plus de très beaux dossiers, de monter encore en gamme, d'être vraiment un cabinet qui compte beaucoup sur la place, mais en même temps des gens vraiment sympas, vraiment humains, soucieux de leurs salariés et de leurs collaborateurs. Et donc bon voilà, pour moi ça a un peu précipité ma décision vers le fait de rejoindre une association déjà existante. Très clair. Et alors, là, du coup, tu fais un business plan, en tout cas quelque chose qui y ressemble pour pouvoir devenir associé au sein de ce cabinet. Sans traduire de secret défense,
vers quoi tu te tournes? Parce que c'est quand même différent d'avoir du chiffre d'affaires perso en plus d'une collaboration qu'en réalité avoir une vraie équipe et un vrai département que tu vas toi-même gérer. Comment tu te projettes là-dedans? Alors dans mon cas, je pense que c'était quelque chose de très particulier qui n'est pas forcément reproductible pour la plupart des matières, mais dans mon cas, mes dossiers perso devenaient, à la fin de mon expérience, je pense ma 4e année chez Gîtes, ça devenait des dossiers qui auraient pu être des dossiers cabinet. Je me retrouvais à faire des dossiers en face de Jones Day, en face de Goodwin, en face de beaucoup des gros cabinets de la place. Donc c'était des vrais dossiers, entre guillemets, c'était plus des dossiers perso. Et donc pour moi, ça fait une transition assez naturelle. Donc j'avais pas de réel stress. On parle beaucoup de l'appel d'air lié à l'installation, donc à l'installation ou à l'association en l'occurrence. Je comptais un peu là-dessus, mais je me disais la réalité c'est que j'ai déjà une base de clientèle qui suffit, même si elle ne grossissait pas, à faire un chiffre d'affaires tout à fait acceptable pour une première année d'association. Donc ça s'est fait assez naturellement. Ça c'est disons ma clientèle de start-up historique. Et puis ensuite évidemment au-dessus de ça, je me suis mis au début de mon association à essayer de développer d'autres pistes. Donc maintenant, je travaille pour des groupes du CAC 40 qui viennent me voir pour acheter des startups. Je travaille pour des investisseurs qui viennent pour du coup les représenter dans leurs investissements dans des startups. Et ça, en parallèle de la croissance de mon activité un peu plus historique de conseil des startups, en particulier dans leur levée de fonds ou dans leurs opérations stratégiques. Très clair. Comment ça s'est passé ton rôle de manager? Parce que du coup tu manageais déjà des gens chez Gide, là ça devient toi le seul et unique titulaire finalement des collaborateurs ou des équipes qui vont bosser avec toi. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est quand même très facile de manager des jeunes avocats d'affaires qui sont souvent des gens très malins, très sérieux, très motivés. Et que les gens qui ne réussissent pas à le faire, je pense que c'est parce qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était très facile, en fait, qu'il faut juste être sympa, donner des consignes claires, et que pour moi, tout s'est toujours très bien passé. Et moi, c'est une de mes grosses motivations aussi, à être devenu associé, à créer mon équipe. C'est construire une équipe qui fonctionne bien, avec des gens brillants, que j'essaye d'aider à se développer. Donc c'est une vraie motivation et ça n'a pas du tout été un stress pour moi. Très clair. En ce premier semestre 2023, le venture n'est pas à son apogée, c'est le moins qu'on puisse dire en termes de levée actuellement. Comment on fait quand on est finalement spécialisé ou en tout cas majoritairement focalisé sur un secteur d'activité qui, pour des raisons conjoncturelles extrinsèques à tes capacités ou à ton développement, finalement s'affaisse un petit peu? Comment on fait finalement pour retrouver un souffle à son développement? Alors, la première chose, c'est, je pense qu'il faut effectivement se méfier d'être trop spécialisé. Moi, sans avoir anticipé franchement la crise qu'on vit en ce moment, j'avais l'idée que c'était une bonne idée d'être spécialisé sur le secteur de la tech, mais qu'il fallait surtout pas être spécialisé sur le venture. Et donc depuis toujours, j'essaye de pousser du venture et du M&A dans la tech. Donc toutes les opérations stratégiques des boîtes tech, pas seulement le venture. Là, ça se révèle très utile puisque les startups qui ont du mal à se financer essayent de se vendre. Les startups qui ont été très bien financées en 2021-2022 essayent d'acheter. Donc il y a beaucoup d'opérations de rapprochement startup ou startup grand groupe. Et donc je me retrouve à faire ces opérations de M&A, ça donne de la diversification. Après, l'autre réponse, c'est de dire que c'est surtout les levées de fonds plus grosses, plus late stage, comme on dit, qui sont touchées, et moins les levées de fonds de seed et de série A. Il y a encore beaucoup de tours de seed. Et donc, moi, je le vois aussi comme une opportunité de prendre une part de marché importante sur toutes ces startups. En gros, les meilleures startups de demain, qui lèvent quelques millions aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'inconvénient, c'est que je pense qu'en 2023, on fait une grosse proportion d'opérations relativement petites, mais en même temps, en fait, on pose les bases et on développe. C'est une façon de développer une clientèle qui va grossir dans le futur. Et moi, je suis assez confiant sur le fait que l'écosystème tech et venture va se relancer, et je pense que ce que je fais actuellement me mettra en bonne position pour profiter de cette relance dans le futur.
Et peut-être que c'est pas d'ailleurs une mauvaise chose que cet écosystème se ralentisse ou qu'on ralentisse un petit peu le cash trop simple pour beaucoup de startups. Ça signifie que derrière, on va être beaucoup plus exigeant avec les fondateurs et les sociétés qu'on va financer. Ouais. Et que derrière, on a peut-être beaucoup moins de risques. Là, je parle côté avocat. Des défaillances rapides d'entreprise ou des cassages de gueule assez rapides, parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même seulement une startup sur 20 qui survit. Et donc, ça veut dire qu'on en a 19 sur 20 qui se cassent la figure dans les 3 ans suivis de leur levée de fonds. Et donc, en réalité, c'est peut-être une bonne chose ce qui est en train de se passer, où on régule un petit peu les investissements. Oui, c'est sûr, il y a un retour. Disons que dans les dernières années, les investisseurs avaient tendance, alors je tire des gros traits ici, oui, mais avaient tendance à rechercher uniquement la croissance, donc en gros l'augmentation du chiffre d'affaires. Maintenant, ils continuent à regarder ça, c'est un critère essentiel de l'investissement en venture capital, mais ils regardent aussi la rentabilité, pas forcément la rentabilité tout de suite, mais la rentabilité intrinsèque du business model et les perspectives de rentabilité réelles à court ou moyen terme, donc c'est assez sain et c'est sûr que les boîtes qui réussissent à aligner les deux, croissance rapide du chiffre d'affaires et perspective de rentabilité proche, elles ont un boulevard devant elles. Carrément, parce que ce qu'il faut rappeler, et je pense que c'est important même par rapport au rôle de l'avocat, c'est que l'objectif de l'investisseur, c'est pas que la société réussisse. L'objectif de l'investisseur, c'est, enfin, ça dépend de quel investisseur, à quel moment, etc. Mais un investisseur qui investit en pré-seed, son objectif, c'est très souvent de sortir au seed. Donc en réalité, que sa part d'investissement soit reprise par un fonds d'investissement qui a des tickets plus gros. Et donc concrètement, on était souvent confronté à ces difficultés, c'est-à-dire que la croissance, on tapait sur les entrepreneurs pour aller chercher de la croissance, qu'on ait une valorisation qui soit très très importante lors du seed, et on oubliait parfois la rentabilité, l'optimisation des process, un certain nombre de choses qui étaient déterminantes à la viabilité long terme d'une entreprise. Ah, oui, enfin, c'est tout à fait exact. Après, ce que j'ajouterais, c'est qu'au cœur même du venture capital, de l'investissement dans des startups jeunes, il y a le fait d'accepter qu'il va y avoir de la casse. Et donc, c'est pas mal faire son boulot d'investisseur que d'avoir des boîtes qui vont à la casse, c'est bien le faire. Par contre, il faut que quand on investit initialement, il y ait une chance réelle, significative, que ça devienne vraiment très gros. Et si on fait 10 investissements en pensant que chacun des 10 peut devenir très gros et qu'il y en a effectivement un des 10 qui devient très gros, ça suffit à faire gagner de l'argent à tout le monde. Donc c'est un business model qui accepte l'échec. Il ne faut pas le dramatiser. Et puis entre-temps, les startups qui échouent, on peut le voir aussi en se disant que globalement, c'est de l'argent qui vient des banques, des assurances, des fonds de pension américains qui se retrouvent dans des salaires d'ingénieurs et de commerciaux français. Donc franchement, même si les boîtes finissent par se planter, ça me va bien. T'as raison. Comment ça se passe? Parce que là j'ai une question alors, du coup, qui rentre du coup dans le cœur des fonds d'investissement, mais en même temps c'est ton activité, donc tu vas pouvoir en parler pour les collaborateurs ou les élèves avocats qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité et potentiellement venir travailler avec toi. Quand tu vas chercher de l'argent et que tu as un fonds d'investissement, donc tu as des LP qui te donnent de l'argent pour une durée d'investissement et la durée d'un fonds et pour un plan qui a été mis en place par ce fonds. Qu'est-ce qui se passe justement des boîtes qui ne vont pas à la casse, mais qui ne sont pas rachetées, ne dégagent pas de cash? Qu'est-ce qu'ils font de ces actifs-là? Parce que tant qu'ils les ont, si je ne me trompe pas, tant qu'ils les ont sur le fonds d'investissement, ils ne peuvent pas clôturer le fonds et derrière liquider. Ils doivent attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe au sein de la société, non? Oui, exactement. Donc l'objectif principal des fonds, c'est de de réaliser une opération de sortie, un exit comme on dit. Donc c'est la vente de la société ou l'IPO. De façon secondaire, on peut organiser des opérations où les investisseurs sortent et on ne vend pas forcément toute la société. Par exemple, quand la société est devenue rentable et qu'on la vend à fonds private equity. Mais si ces scénarios-là, qui sont généralement privilégiés, ne peuvent pas intervenir, il y a toujours la possibilité de vendre les participations, souvent d'ailleurs de façon groupée, à des fonds secondaires, qui sont des fonds spécialisés pour aider à racheter les participations qu'on n'a pas encore réussi à vendre, ce qui permet de récupérer le reste de cash qu'il faut récupérer et liquider le fonds. D'accord, donc c'est un peu des fonds qui sont spécialisés dans finalement les poubelles des fonds de venture. Pas forcément les poubelles, ça peut être des boîtes qui se développent bien mais qui n'ont pas forcément de possibilité d'exit évidente. Et ça, ces fonds de secondaire, ils sont moins visibles puisqu'on les connaît, enfin, les fonds d'investissement, on les connaissent eux-mêmes, mais
le business de ces fonds secondaires, c'est d'aller voir des fonds, c'est pas d'aller voir des entrepreneurs. Donc forcément, les entrepreneurs les connaissent moins. Mais c'est quelque chose qui est très répandu, qui existe dans le venture, qui existe dans d'autres domaines. Et c'est des fonds qui parfois font de très bonnes affaires parce qu'effectivement, ils rachètent des actifs un peu décotés parce que le fonds initial a besoin de sortir. Et parfois, ils font de bonnes affaires comme ça. Très clair. Ça fait, si mes calculs sont bons, 8 ans que tu es avocat, 9 ans peut-être maintenant. C'est quoi tes objectifs pour la suite? Là, tu es devenu associé chez SVZ. Tu fais une très belle première année d'association. C'est quoi la suite pour Olivier Legrand? Il y a plein de choses à faire. Je parlais tout à l'heure de mon envie et de la joie que je prends à construire une équipe dans la durée, développer encore mon portefeuille de clients, développer ma place, prendre de plus en plus de place sur ce marché de la tech. Donc il y a plein de choses à faire, c'est très enthousiasmant et c'est aussi tout l'avantage de cette profession où on fait un peu tout, enfin c'est peut-être un peu caricatural, mais on essaye de se faire connaître, on trouve les clients, on les convainc de travailler avec nous, on traite les dossiers, on finalise les dossiers, on fait le suivi. C'est très varié, on s'ennuie jamais. Et quand ça marche bien, c'est sûr que c'est très valorisant parce qu'on a quand même l'impression, évidemment avec toutes les équipes du cabinet, de salariés, de collaborateurs, on a l'impression d'avoir tout fait dans cette création de valeur. Très clair. Et peut-être un petit mot de la fin d'Olivier Legrand, je sais pas, à destination de tes équipes, à destination de collaborateurs ou de stagiaires qui voudraient te rejoindre, à destination du marché, à destination de qui tu veux. C'est la minute Olivier Legrand. Merci beaucoup Valentin. Alors c'est sûr que je peux commencer par dire un mot pour toutes les équipes d'SVZ et en particulier ceux qui travaillent avec moi et qui se reconnaîtront. On a d'ailleurs un nouveau collaborateur qui va arriver en septembre prochain, donc un petit mot pour lui aussi, qui devrait se reconnaître également. S'il écoute jusque-là. Oui, espérons qu'on ait... S'il ne se reconnaît pas, tu le sauras. Espérons qu'on n'a pas été trop ennuyeux. Vraiment, moi je suis ravi de travailler dans ce cabinet avec ces équipes super. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'on va réussir à construire dans le futur. Moi je le dis et je pense que c'est important de le dire parce que c'est assez rare que je le fasse, mais moi SVZ c'est un cabinet que j'apprécie beaucoup. Je le dis pas à la légère, c'est vraiment quelque chose que je pense parce que tous les associés que j'ai pu rencontrer chez SVZ, donc je crois que vous êtes 10 chez SVZ. On est 13 maintenant. Ok, bon, il m'en manque 3, mais en tout cas c'est les 3 fondateurs que je connais, si je connais Valentin. Je trouve que vous avez tous une dynamique qui est assez similaire et avant de vous connaître vous, j'ai connu vos collaborateurs chez SVZ qui viennent d'ailleurs fréquemment se former chez nous et je trouve qu'il y a une vraie ADN qui est partagée et c'est les rares collaborateurs de cabinet qui quand je les vois me disent non mais moi attends, je viens développer ma clientèle perso mais surtout je viens apprendre à développer pour évoluer au sein de ce cabinet et pouvoir apporter du business au cabinet et c'est pas quelque chose qu'on le voit mais c'est pas quelque chose qu'on voit de façon aussi fréquente qu'au sein de ce cabinet. Et donc tous les avocats et le cabinet, tu sais Valentin, dans notre cabinet on a une vraie ADN entrepreneuriale, c'est vraiment très très important pour nous, ce qui est fondamentalement pas vrai. Mais chez SVZ, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Et du coup, bravo pour ce que vous arrivez à faire. Alors, je sais que c'est pas toi qui l'as mis en place dès le départ et qui a mis cet ADN-là, mais si tu as rejoint ce cabinet, je pense que c'est aussi pour ça. Et franchement, c'est assez inédit au niveau du barreau de Paris. Merci beaucoup Valentin, effectivement je ne peux pas m'attribuer le mérite de ça, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'ADN du cabinet quand j'y suis arrivé et une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi et je suis très convaincu que c'est de plus en plus essentiel, que les collaborateurs ont envie de ça et que ça devient vraiment un avantage compétitif sur ce marché très concurrentiel que d'avoir cette mentalité à la fois entrepreneuriale, bienveillante vis-à-vis des collaborateurs et où tout le monde participe à la construction d'un projet commun. J'y crois à 300%. Merci Olivier pour le temps que tu m'as accordé et Merci je te souhaite Valentin. le meilleur pour la suite. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr.
Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!